Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va parler de la Syrie et les événements concernant la Syrie s'intensifient, se multiplient. Il y a eu en fait cette annonce du retrait américain de la Syrie faite par Donald Trump. Ensuite, il y a eu cette réaction du côté français comme quoi la France veut rester engagée militairement en territoire syrien. Ensuite, il y a eu cette mise en garde de la Turquie contre la France comme quoi la présence militaire française en territoire syrien n'est absolument pas bénéfique à la France. La Turquie qui accuse la France de soutenir les terroristes de YPG, c'est-à-dire de ces miliciens kurdes. Il y a eu surtout cette agression d'hier soir israélienne contre le territoire syrien. La DSA syrienne a intercepté plusieurs missiles ennemis et finalement cette réaction du côté du Kremlin qui qualifie cette agression d'hier soir de l'armée israélienne contre la Syrie de grosses violations de la souveraineté syrienne. Il y a eu également cette mise en garde lancée par Poutine contre l'Europe. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Depuis 2016 et la fin quasi acquise de Daesh en Irak et en Syrie, la France s'interroge sur sa politique syrienne. Dans les cercles fermes de la diplomatie française, personne ne peut prétendre que cette politique menée par les administrations successives depuis 2011 et basée sur une obsession atlantiste soit un succès. Appui militaire et politique d'envergure aux milices terroristes caïdistes et autres. Lien trouble avec Daesh. Frappe directe contre les sites militaires syriens et russes. Soutien au séparatisme kurde, etc. Paris a à son actif un casier qui réduit presque à néant ses chances d'une normalisation avec l'État syrien et par conséquent une participation au juteux marché de reconstruction en Syrie. En juillet dernier et au lendemain de la libération de la Ghouta orientale, la France a envoyé un convoi d'aide humanitaire à destination des zones sous contrôle de Damas et ce, à la faveur d'une médiation russe. Mais depuis, la rage anti-Assad a pris le dessus à Paris. Et voilà que l'annonce surprise du retrait US de Syrie prend la France de court. Le président français qui affirme vouloir maintenir sa présence militaire en Syrie est allé samedi 23 décembre jusqu'à appeler le monde à entendre l'OTAN à soutenir les Kurdes, ce qui laisse entendre que la Macronie risque, en l'absence des Américains, d'occuper le front de combat, non pas contre Daesh, mais évidemment contre l'État syrien et ses alliés. C'est sans doute pour répondre à cet appel très particulier du président français que son homologue russe a lancé dimanche une mise en garde à l'Europe. Le président russe, Vladimir Poutine, a demandé aux dirigeants européens d'aider à la reconstruction de la Syrie s'ils ne voulaient plus de crise migratoire chez eux. Cet appel rappelle à la bonne mémoire de l'Europe la perspective d'un retour en masse des terroristes d'origine occidentale qui, en l'absence des Américains, pourraient être largement de retour dans leur pays d'origine. Merci infiniment d'avoir choisi cette émission de débat. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités spécialistes des questions internationales. J'ai avec moi pour cette émission depuis Alsace un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir partagé, Maître Chamy. J'ai également l'honneur et le plaisir d'avoir avec moi une analyste franco-syrienne depuis Damas. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité et bonjour à vos invités et à vos auditeurs. Merci. Nos auditeurs et également nos téléspectateurs, Madame Midani. Madame Midani, comme première question, on va revenir en fait sur cette agression d'hier soir
israélien contre le territoire syrien. Mais pour commencer notre débat, bon, on vient de le dire dans notre reportage, je viens également de le dire en début d'émission, il y a en fait eu cette volonté, pas pour le moment, on ne peut pas dire de volonté, peut-être de ce désir, de cette annonce américaine de vouloir retirer ses troupes de la Syrie. Ensuite, il y a eu cette réaction du côté français comme quoi la France veut rester engagée militairement en territoire syrien. La Turquie met en garde contre cet engagement militaire français en territoire syrien et l'Europe lance cette mise en garde, et Vladimir Poutine lance cette mise en garde à l'ensemble du continent européen. Votre analyse est sur ce sujet, s'il vous plaît. Alors, je pense que effectivement, il y a eu une agression israélienne hier. L'annonce, en fait, à propos du retrait américain, c'est ça? Du retrait américain, réaction du retrait américain, réaction française, okay. Réaction turque et également au niveau européen. Bien, je comprends maintenant la question. Effectivement, l'annonce du retrait américain a provoqué chez leurs alliés, en fait, une sorte de panique générale. D'abord, la panique qui est occasionnée chez le mouvement FDS, là, le mouvement dit syrien kurde, les forces kurdes syriennes, dites forces les FDS, en fait, forces démocratiques syriennes, qui sont composées de Kurdes et de tribus séparatistes, disons, qui étaient appuyées par les États-Unis. Ça, c'est la première réaction. Ils sont en état de panique générale. D'un autre côté, la réaction de la Turquie, qui n'est pas aussi content du retrait américain. Et surtout, la réaction de la France et des pays européens qui trouvent que les États-Unis n'ont pas à se retirer, mais qui se proposent aussi de les remplacer. Mais aussi, justement, la réaction panique, je peux dire, de l'entité israélienne d'occupation qui, en fait, dès hier, a tenté à attaquer, agresser la Syrie violemment avec plusieurs missiles. Fort heureusement, ces différents missiles ont été interceptés, explosés en plein ciel, mais là, pour la plupart, certains ont touché effectivement un stock de munitions au sol, à côté de Damas, en fait, ce qui a provoqué une très forte explosion. Madame Midani, excusez-moi de vous couper la parole. On va parler sans aucun doute de cette agression israélienne. Mais avant que je pose en fait ma question à André Chamy, Madame Midani, vous l'avez dit que la Turquie est mécontente du retrait américain? La Turquie a tout de suite annoncé qu'ils vont envahir effectivement la Syrie et qu'ils vont poursuivre l'opération dite rameau de l'Olivier et ils vont prendre toute la partie qui était occupée par les Américains pour sécuriser entre guillemets leurs frontières, puisqu'ils estiment que les Kurdes sont les terroristes. Alors ils sont contents, Madame Midani, alors ils sont contents de ce retrait américain, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Chamy, vous venez d'entendre les explications de Madame Aïssar Midani. Avant de revenir sur cette agression israélienne contre le territoire français, je voudrais vous faire réagir également sur cette position française à l'égard, si vous voulez, des événements relatifs à la Syrie. La France qui dit vouloir rester engagée militairement en territoire syrien. La France qui dit que voilà, les frappes de la coalition, de la soi-disant coalition antiterroriste vont se poursuivre contre en fait les terroristes en territoire syrien.
les réactions françaises maintenant commencent par mettre tout le monde mal à l'aise, si je veux dire, parce que à chaque fois, les responsables français se prononcent au-delà de leurs capacités et des moyens qu'ils mettent à la disposition même de leurs forces armées. Il y a quelques années de cela, il y a eu la crise en Ukraine, et puis à l'époque déjà, M. Hollande voulait envoyer les avions Rafale pour protéger l'Ukraine et les positionner en Pologne. Et là, c'est à peu près la même démonstration de force. Il veut opposer la France à l'ensemble des partis présents sur place en augmentant, le cas échéant, la force française sur place. Or, les Américains avaient tout au plus déployé 2000 soldats. Les Français, même s'ils devaient déployer 2000 soldats, ils ne feraient pas le poids par rapport à la situation qui règne dans la région, et notamment cette région frontalière entre la Syrie et la Turquie. Par conséquent, ces déclarations n'ont aucun sens et ne pourraient qu'aggraver la situation et surtout les tensions. Et mettrait non seulement l'ensemble des partis devant des difficultés d'organisation, mais mettrait la France en difficulté, y compris vis-à-vis de la Turquie, qui est considérée comme un allié, y compris vis-à-vis des États-Unis, parce que la France veut être pratiquement plus royaliste que le roi, puisque les Américains disent on n'a plus aucun intérêt à y rester puisque Daesh a été vaincu, et la France veut y rester pour protéger qui? Pour protéger Castres. Or, on connaît aujourd'hui les liens entre Castres et les organisations terroristes. Pour être plus précis, le PKK n'a pas brillé par ses positions en faveur de la paix dans la région, et en réalité, ils ont joué aux opportunistes en soutenant, entre guillemets, les vainqueurs. Mais en réalité, s'il n'y avait pas la puissance de feu de l'armée syrienne et de ses alliés, aujourd'hui, il n'y aurait rien dans la région, mis à part Daesh. Ceci d'autant qu'eux-mêmes, ils avaient facilité l'arrivée de Daesh dans la région à travers la zone frontalière, tout en s'alliant aux Américains et aux Occidentaux. Ça paraît très compliqué, mais en réalité, les positions kurdes n'ont pas été très claires, et aujourd'hui, ils sont en train d'en payer le prix. Parce qu'ils ont cru à un moment donné qu'ils pouvaient créer une zone constitutive d'un État, alors que le Kurdistan syrien ne devait pas, même dans l'histoire, ne devait pas faire l'objet d'un État kurde, où on ne devait pas être intégré dans l'État kurde hypothétique qui a été prévu à travers le traité de Sèvres. Par conséquent, tout cela n'a qu'un stratagème pour disloquer l'entité syrienne et créer des situations irrémédiables que chaque communauté ethnique, religieuse, etc., aurait bénéficié d'un État. Mais aujourd'hui, avec la résistance de l'État syrien et le maintien de l'intégrité territoriale, tout projet kurde est voué à l'échec, et tout soutien apporté à ce projet-là, bien entendu, conduirait soit à la défaite de ceux qui le soutiennent, soit à une guerre dont on ne verra même pas aujourd'hui les conséquences sur la région et surtout sur les forces qui vont s'y retrouver. Je pense donc que la France a pris une mauvaise position, et en tout cas une mauvaise déclaration, et a intérêt à prendre en considération les déclarations de M. Poutine, qui a rappelé non seulement le fait qu'il y a un problème de sécurité dans la région, mais également par rapport à l'immigration. Puisque quand M. Erdogan a utilisé les réfugiés syriens comme une monnaie d'échange, il a lâché pratiquement 1 million de réfugiés syriens à travers les frontières de l'Europe. C'est-à-dire, demain, s'il devait être mécontent de la situation sur place, il pourrait lâcher, entre guillemets, de nouveaux réfugiés, et à ce moment-là, l'Europe ne pourra pas y faire face. Et c'est à cela, à mon sens, que M. Poutine faisait référence à travers ses déclarations, et en rappelant à la France qu'elle n'a pas intérêt à suivre cette voie-là, parce que si demain 1 million de réfugiés débarqués sur le territoire français, alors que la France n'a pas pu recueillir que quelques milliers, ça veut dire que c'est un problème majeur démographique, mais également un problème politique pour le pouvoir en place. Merci tout beaucoup. Cela devait conduire la France à réfléchir davantage avant de prendre quelconque position sur le terrain.
Merci beaucoup, Maître Chami, d'avoir donné en fait une analyse complète sur cette mise en garde de Poutine à l'adresse de l'Europe en ce qui concerne, si vous voulez, la nécessité de voir travailler pour le retour des réfugiés syriens. Sinon, la multiplication, M. Poutine l'a dit, des réfugiés serait un fardeau sur le dos de l'Europe. Je ne vais pas revenir sur ce sujet parce que vous avez fait une analyse en fait complète. Madame Midani, revenons à cette agression israélienne contre le territoire syrien. La Russie y a réagi en disant que voilà, c'est une grossière violation de la souveraineté syrienne. La Russie qui dit que voilà, ces frappes israéliennes ont mis cette fois-ci en danger les avions de ligne également, Madame Midani. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est une grave agression déjà contre la souveraineté syrienne. C'est une grave aussi violation du ciel libanais, puisque les missiles ont été tirés par des avions qui étaient plutôt dans le ciel libanais. Donc ça, c'est aussi un deuxième point qui est important à voir. Et cette agression et provocation de l'entité israélienne vient tout de suite justement après la déclaration de Trump de vouloir quitter la Syrie. À mon sens, c'est une provocation pour que les Américains viennent à leur rescousse et pour provoquer aussi les forces syriennes et russes dans la région, puisque aussi, et ils risquaient aussi d'atteindre des avions civils dans le secteur. En fait, je peux dire, en fait, l'État Netanyahou, sans parler de l'ensemble de l'État de l'entité sioniste, hein, Netanyahou est en perte de vitesse, hein, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, étant donné qu'il y a eu les grandes, en fait, déjà les luttes à Gaza, la grande défaite de l'armée israélienne, enfin des Israéliens à Gaza, puisque c'était eux les premiers qui ont demandé d'arrêter et puis de créer de mettre en place en fait un cessez-le-feu, si on peut parler de cessez-le-feu dans ce cas-là, suite à quoi le ministre de la guerre israélien a démissionné, un autre ministre a démissionné, donc le gouvernement israélien est en pleine crise, hein, les différents après les grandes démissions, en fait, il y a aussi un mouvement à l'intérieur qui se déclenche à nouveau contre Netanyahou, des histoires de corruption et des grands dossiers qui sont soulevés contre lui. Et on voit que par ces attaques et par ces provocations, Netanyahou cherche à brouiller les cartes et puis à provoquer un état de guerre, en fait. C'est une provocation pour que la Syrie réponde et qu'il y ait une sorte de guerre, contre l'entité israélienne, auquel cas les Américains viendraient à leur rescousse. En fait, c'est aussi une manipulation pour que les Américains puissent rester dans la région pour les secourir. Mais en fait, je pense que tout ceci montre à quel point ils sont en état de perte aussi, comment dire, à la fois en état d'échec, en fait. Ils cherchent toujours à réanimer à ranimer la guerre, mais Merci aussi. beaucoup. Alors, dans le cas, pardon, juste, je termine l'idée. Actuellement, les terroristes à Idlib continuent à agresser aussi les forces syriennes, aussi bien à Hama, aux alentours d'Idlib, donc vers Hama, vers Alep et vers Latakia. Donc ça, c'est aussi un message pour les terroristes, pour leur dire, nous sommes là pour vous secourir et nous sommes là
pour vous aider. Même si les Américains vous lâchent, nous, on est là pour vous aider. Vous avez soulevé 2 points, me semble-t-il, importants et intéressants. Permettez-moi d'avoir, Madame Midani, l'approbation de Maître Chamy également sur ce point. Maître Chamy, selon Madame Midani, l'objectif de Benjamin Netanyahou de provoquer la guerre, et également l'objectif d'Israël, c'est de soutenir ces terroristes à Idlib, à Hama et ailleurs en territoire syrien. Objectivement, je ne pense pas. Objectivement, je pense que c'est une démonstration de force parce que Netanyahou effectivement, est embarrassé par la nouvelle situation à travers le retrait des Américains. Et il a fait une déclaration claire suite à cette annonce des Américains en disant « Nous saurons nous défendre tout seuls et nous prendrons les dispositions nécessaires pour assurer notre sécurité. » Et là, il est en train de faire juste une démonstration de force en indiquant qu'il peut encore envoyer ses avions au-dessus du territoire syrien. Ben, en réalité, effectivement, il a utilisé le ciel libanais pour mener ses attaques. En revanche, il y a une question qui va se poser dans les prochains jours et à mon sens, M. Poutine aura à y répondre. Est-ce que la question qui a été posée il y a quelques mois à travers une couverture du ciel libanais par des missiles russes va intervenir ou pas? Nous le verrons bientôt et on commence à entendre des voix au sein de la classe politique libanaise appelant à assurer la protection du ciel libanais par des missiles russes, puisque les États-Unis et les Occidentaux refusent de fournir au Liban des missiles sol-air. Alors, Maître Chamy, vous voulez dire que la Russie pourrait penser désormais à créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie et également du Liban? C'est une question qui se pose puisque à partir du moment où la Russie constate que la couverture qu'elle assure au territoire syrien n'est plus garantie suffisamment, puisqu'on utilise entre guillemets le couloir du Liban pour attaquer des positions où ces soldats risqueraient de se trouver, évidemment, la Russie prendrait toutes ses dispositions pour assurer ne serait-ce que la protection de ses propres soldats. Et M. Poutine a été très fâché par rapport à l'utilisation abusive de ces moyens-là, et nous verrons bientôt quelle serait sa réaction. Est-ce qu'il irait jusqu'au bout de sa démarche, comme il l'avait annoncé par rapport au territoire syrien, ou il va maintenant aller au-delà du territoire syrien en assurant l'ensemble de ce parapluie pour garantir la sécurité de ses soldats et de ses bases. Parce qu'il ne pourra pas supporter cela. Et surtout, et là c'est très important, le jeu dangereux des Israéliens consistant à se cacher derrière d'autres avions. Avant, ils avaient utilisé l'avion russe et maintenant ils utilisent des avions civils afin de provoquer des risques d'erreur de la DCA. C'est quelque chose que personne ne saurait supporter et les Russes, bien entendu, prendraient à ce moment-là les dispositions nécessaires, à mon sens. En tout cas, ils donnent le ton dans ce sens-là pour préserver l'ensemble des bases et surtout la présence russe, en tout cas ce sera le prétexte, la présence russe en territoire syrien parce que personne ne sait où ils sont les conseillers russes, personne ne sait où ils sont l'ensemble des troupes russes en Syrie. Par conséquent, c'est l'ensemble du territoire syrien qui doit être considéré comme à protéger. Et d'où vient le risque? Il viendrait à ce moment-là du territoire libanais, du couloir du Liban, et à ce moment-là, les dispositions devraient être prises. En tout cas, on peut se poser cette question-là, et j'ai entendu les hommes politiques libanais appeler le gouvernement libanais à acheter les missiles russes. Est-ce que c'est un appel à Poutine de le fournir, entre guillemets, gracieusement, ou réellement de fournir un contrat d'armement au profit de l'armée libanaise, au risque de fâcher les Américains qui sont l'un des plus gros
fournisseur d'armes à l'armée libanaise. Merci beaucoup. La question se pose et nous verrons dans quelques semaines la réaction russe à ce sujet-là. Maître André Chamy, merci infiniment d'avoir été avec moi au téléphone pour cette émission depuis Alsace. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssar Midani d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.